Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de OZEF Podcast. Comment ça va Stéphane ? Ça va bien et toi Thomas ? Ça va, tranquille. Alors aujourd'hui, on revient pour un épisode de plateforme, un film de plateforme sur Prime qui est sorti il y a 3-4 jours. Hein. Début octobre, je ne sais plus la date exacte. C'est le 1er octobre je crois. Ouais, c'est le 1er octobre. Donc c'est Play Dirty par Shane Black. Toi, t'as plutôt apprécié ? Ouais, bien cool. Moi, j'ai trouvé ça moyen, pas très bon. Ouais. Même si je trouve pas que ce soit une purge, donc ça va être intéressant, on va pouvoir en discuter. Ouais, il y aura du débat. Exactement, je vais avoir raison évidemment. Oui, comme d'habitude, après je peux pas être... Alors on va commencer par présenter un peu Shane Black. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc scénariste, réalisateur et producteur. Ouais. Donc il fait une entrée assez fracassante dans le milieu du cinéma hollywoodien avec son scénario de L'Arme Fatale. Yes. Chef-d'œuvre pour moi, L'Arme Fatale. Ouais, je l'ai pas revu assez, je reviendrai après sur... Bon, on peut le dire de suite que tous les deux, de toute façon, on a grandi avec ces films. Ah oui, il là, fait partie intégrante 80-90, ah oui, bien sûr. Notre ADN de cinéphile. Et on adore plus ou moins à divers degrés. De toute façon, globalement, je pense qu'on l'adore. Si on calcule le nombre de films qu'on aime par rapport sur la balance. Donc voilà, après je vais revenir sur les films que moi je suis pas spécialement fan. Par exemple, L'Arme Fatale. Je sais pas, je l'ai pas assez vu pour te dire que je suis un grand fan de ce film, ni du 1 ni du 2. Alors je suis devenu grand fan plus tard en fait. Quand j'étais petit, je l'aimais bien. Je le regardais pas tout le temps, mais je me rappelle avoir aimé, tu vois. Je le regardais pas en boucle. Et je l'ai redécouvert il y a une dizaine d'années, et là j'ai vraiment trouvé énorme le film. Voilà. Le 2, il est inégal, voilà, mais ça reste quand même sympa. Oui. Mais le 1, franchement, je te conseille de le revoir. Parce que franchement, si ça se trouve, je les revois et je prends la claque que j'ai pas pris quand j'étais gamin. Parce que pour moi, en fait, moi, j'adorais les 4. Hein. Quand j'étais petit, je faisais pas de différence si c'était Shane Black ou pas. Tu vois, donc, bon, le 3, le 4... à revoir aussi, moi, j'aime... c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Il fallait que je les revoie. Ouais, bah écoute. On va préciser quand même qu'il a écrit donc, le scénario de L'Arme Fatale quand il avait 23 ans. D'accord. Voilà, donc moi, à 23 ans... même moi, maintenant, à 40 ans... j'arrivais même pas à écrire une lettre de motivation, alors imagine le scénario de L'Arme Fatale. C'est une dinguerie. Voilà, donc ça cartonne, hein, L'Arme Fatale, évidemment. Ouais. Le film il sort en 87, ça devient un succès planétaire... Ouais, en plein dans la vague de toute façon. Voilà. Alors film, je sais plus si à l'époque Mel Gibson était déjà, il était déjà connu, Mel Gibson, parce qu'il avait fait Mad Max et tout, mais là c'est ce film c'est devenu une star après ça. Donc ça devient un succès planétaire, pardon, et il va écrire entre la fin des années 80 et le début des années 90 une chier de films cultes, hein, genre Le Dernier Samaritain, Les Action Hero, la suite de L'Arme Fatale, etc. Au revoir jamais. Au revoir jamais, oui, bien sûr, Au revoir jamais. Que j'ai eu la chance de voir au cinéma quand j'étais gamin. C'était vraiment sympa. On sait aussi qu'il a fait quelques passes sur le scénario de Predator et à la poursuite d'Octobre Rouge, mais je sais pas à quel point il a changé les trucs. C'est bizarre parce que tu peux te dire il y a quelques répliques à la chaîne Black. Octobre Rouge, j'ai pas assez de souvenirs, mais je sais que Predator, il y a quand même des répliques à la chaîne Black. Il était sur le tour, il a joué dedans, donc à mon avis. Oui, voilà. Donc voilà, ça peut... de toute façon, les script doctors, on ne sait jamais à quel point ils ont modifié les trucs. Et à mon avis, il n'y a que lui qui le sait. Ouais. Donc je ne vais pas dire que le succès... Enfin, c'est grâce à lui que les films ou les scénarios sont bons, mais en tout cas, il était encore derrière Predator et La Poursuite d'Octobre Rouge, qui sont deux excellents films, hein, surtout Predator. Est-ce qu'on parle un petit peu de son style ? Parce qu'il a quand même un style assez marqué. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense que c'est ce qui nous plaît chez lui, c'est cette espèce de... Enfin, il est en plein dans la vague années 80, donc encore une fois, ça c'est pareil, on a grandi avec ça. Donc ce mélange d'action et d'humour. Mais voilà, moi ce que j'adore chez lui, c'est qu'il n'y a pas de... Comment dire ? C'est pas de l'humour superficiel juste pour alléger les scénarios, tu vois, ou c'est pas de l'humour qui rajouté par un désamorce. Producteur. Non, le mec aime vraiment la comédie autant que l'action et que le thriller et que ce qu'il fait à côté. Donc c'est toujours des films où c'est du 50-50 la plupart du temps. Hein. Après, peut-être qu'il a écrit des trucs... Shane Black, c'est un peu le mec qui a... C'est pas le mec qui a inventé le buddy movie, je vais pas dire ça parce qu'il y en avait avant, un 48 heures et tout, mais c'est clairement celui qui a redéfini l'écriture, je pense. Hein. C'est un des rares... Ouais, pardon, vas-y. Non, vas-y. En fait, j'allais dire que c'est là, si on en parle, on peut en parler 2 heures, juste de Shane Black, je crois. Parce que tout ce qui nous a mis... même tu vois, je sais pas, moi à l'époque...
Même quand je regardais Piège de cristal, il n'a pas travaillé dessus, mais non. Tu vois, les répliques et tout de John McClane qui sont cultes et tout, tu vois, ça fait très... je renvoie tout ça à Shane Black, en fait, tu vois. Enfin, ça me fait toujours penser à Shane Black. Et donc, j'ai l'impression que lui, il a une empreinte là-dedans. Bon, après, Piège de cristal, c'est De Souza qui l'a écrit. Lui, il travaille les punchlines aussi, à mort, tu vois. Donc, Mais voilà, donc je pense qu'il a vraiment laissé son empreinte sur la fin des années 80 et 90, quoi. Mais après, c'est même pas forcément dans les punchlines, en fait, c'est un des rares scénaristes de films d'action des années 80-90 à avoir autorisé la fragilité dans les personnages masculins, tu vois. Exact. En fait, tu sens qu'il a une grosse tendresse pour les persos fatigués. Ouais. Les persos de Shane Black, c'est souvent des types usés, tu vois. Genre, tu prends le héros du Dernier Samaritain ou quoi, c'est le mec au bout du rouleau, quoi. C'est ça. Ah oui, en fait, ils ont déjà tout vu, avec qui la vie, elle a pas été très, très tendre, on va dire. Ouais. Et en plus, il base souvent sa dynamique du duo là-dessus, hein, que ce soit dans L'Arme Fatale ou Dernier Samaritain, comme je disais, Kiss Kiss Bang Bang ou The Nice Guy, t'as toujours le mec, donc je disais, au bout du rouleau, où il perd des abusés face à un personnage toujours un peu plus, enfin pas vraiment naïf, hein, j'allais dire candide, mais... Non, mais c'est vrai qu'il a ce truc de... Comment dire ? Bon, là, on va parler des thématiques de Shane Black, et en fait, là, je suis en train de réfléchir, mais c'est d'une richesse vraiment énorme. Ah oui, oui. Mais en fait, ouais, comme tu disais, ce personnage, et puis souvent ils sont aidés par. Il y a la figure aussi qui aura pas là dans son dernier film, mais il est souvent aidé par, comme tu dis, une figure candide. C'est ça, souvent, c'est un enfant, tu vois. Ouais. Ça se passe dans Last Action Hero, c'est quand même le plus gros, enfin l'exemple le plus gros là-dessus. Ouais. Mais même dans sa mécanique. Pardon, dans sa mécanique de buddy movie, tu vois, même Oui, c'est ça. Par exemple, The Nice Guy, ou même Iron Man 3, il a placé un gosse, tu vois. Bon, ça fait un peu gimmick parce que dans Iron Man 3, c'est juste une séquence. Mais voilà, il a toujours ce truc d'espèce de... Comme c'était un adulte, mais qui a pas vraiment grandi et qui a besoin de... C'est ça. Des fois, il se fait apporter des conseils. Je ne vais pas dire que les enfants sont plus intelligents que lui, mais il a besoin de se reposer, voilà, comme tu disais, sur quelqu'un de plus candide. Pour rééquilibrer la balance. La balance, voilà, c'est ça. En fait, ça force le héros à se confronter à ce qu'il a perdu. En fait, ça peut être la foi, la curiosité ou... même sa capacité d'aimer quelqu'un d'autre, tu vois. C'est ça. Et donc, c'est exactement ça, ça rééquilibre la balance. Et... Bon, c'est assez classique, tu vois. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Il y a beaucoup, ça traite beaucoup l'alcoolisme aussi. Hein. Oui. Par exemple, tu parlais du perso, c'est Joe Allen Beck qui est une espèce de... En fait, c'est John McClane, mais... Bon, tu me diras, John McClane, dans le 3, il est comme ça, un peu bourré, tout ça. Ouais. Un peu désabusé. Mais là, c'était déjà ça avant la sortie de Die Hard 3. Il avait déjà prévu ce truc-là de faire de Bruce Willis un espèce de héros complètement... C'est ça, ouais. Même s'il est humain déjà, John McClane à la base, mais là, il a rendu vraiment comme s'il avait fait une version de Bruce Willis vraiment à l'arrache. Alors, je sais pas si c'est perso, si lui a eu des problèmes d'alcool. Je sais pas. Sûrement, bon, les problèmes de coke et tout, à mon avis. Certainement, ouais. Parce que par exemple, pour moi, là, on va pas parler de tous ces films, mais moi, j'adore Iron Man 3. C'est un film sur l'alcoolisme, en fait. Sauf que ce que j'adore dans Iron Man 3 par rapport au 2, c'est que dans le 2, il a traité l'alcoolisme, mais en parlant de l'alcool. C'est-à-dire le mec qui se pisse dessus, un truc machin. Non, dans Iron Man 3, l'alcoolisme est remplacé par ses robots et par sa fascination, tu vois. Et voilà, donc il y a beaucoup de trucs qui reviennent comme ça. Pareil dans The Nice Guy, Ryan Gosling aussi, il est souvent guidé par sa fille, qui est limite fait l'enquête à sa place sur certains passages. Voilà, il y a toujours des gimmicks, genre le fait que ça se passe à Noël aussi à chaque fois. Ouais, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a toujours ce truc que ces films se passent à Noël. Ça, j'ai jamais réussi à comprendre exactement pourquoi. Je pense qu'il n'y a pas de signification, c'est juste. Je sais pas, il aime bien. Des fois, il n'y a pas besoin de. Non, puis des fois, tu le ressens pas vraiment, quoi. Dans son dernier film, ça se passe à Noël, mais tu le ressens pas trop. Ouais. Pareil, Iron Man 3. C'est placé comme ça maintenant, comme un maxi best-of. Mais voilà, il y a toujours des trucs, comme tu disais tout à l'heure, reconnaissables en fait à son style. Qui réalise ou qui écrivent. Bien sûr, tu reconnais ça pas direct. Parce qu'il faut dire qu'il a écrit tous les films qu'il a réalisés, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Ouais. Après, il a un style super marqué dans les dialogues aussi. Hein. Ouais. Je pense qu'avec Tarantino, il a complètement révolutionné l'écriture des dialogues à Hollywood à partir des années 90. Il y a eu la Shane Black et Tarantino Mania, tu vois. Ouais. Il y a eu la cool attitude des fois des criminels, on va dire, ou des mecs comme ça, des abusés. Des fois à outrance, des fois c'est trop. À outrance, mais voilà, je pense que tu fais bien de parler de Tarantino, parce que j'avais pris des notes là-dessus. Pour moi, c'est les deux seuls mecs qui arrivent à faire du cool attitude dans la violence, mais en gardant
en gardant de l'impact de la violence. Ouais, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Shane Black, moins que Tarantino. Je trouve que Tarantino, lui, il arrive vraiment. Souvent, on dit il a porté la cool attitude chez les gangsters et tout, mais moi, je trouve que Tarantino, c'est toujours sur le fil, en fait. C'est-à-dire que toutes les scènes qu'il fait marrantes dans la violence, elles ont quand même un pendant, genre, tu es toujours en train de redouter, même que tu revois le film, tu vois. Ben, la violence, elle désamorce pas le côté dramatique. Par exemple, je prends la scène dans Pulp Fiction quand il bute Marvin là, à l'arrière de la voiture. Elle est drôle, mais quand tu revois la scène, tu redoutes toujours. Tu vois. Après, c'est un boulot de mise en scène aussi, hein, parce qu'il arrive à te faire. Même quand tu connais la scène par cœur, tu n'arrives jamais à savoir à quel moment ça va tirer. C'est parce que je pense que c'est parce que tout simplement meilleur réalisateur, Tarantino. C'est ça. Voilà. Shane Black, c'est un très bon scénariste. Et ce qu'il fait à la réal, il y a rien de honteux, tu vois, mais Tarantino, en plus d'écrire des bons scripts, il les tire vers le haut avec la réal. Mais je trouve que Shane Black, c'est le seul qui arrive à se hisser quasiment à sa hauteur à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que au niveau de l'écriture, je trouve que non, mais même dans la réal, tu vois, je trouve que ces scènes de violence, je trouve que moi, ces scènes de violence gardent de l'impact. Malgré que ça peut être tiré d'un gag, ou tu vois, alors que tout ce qui a suivi derrière, les Guy Ritchie, les Rodriguez et tout, là, c'est vraiment l'inverse de. Voilà. Tu vois. Ouais, après, son gimmick préféré, c'est le setup payoff. Je trouve qu'il le maîtrise à la perfection. Ouais. Il y a plein de situations ludiques qui rendent les films hyper fun grâce à ça, en fait. Ouais. En fait, ça te rend moins passif, tu vois. Tu regardes, tu essaies d'anticiper ce qui va se passer parce que tu sais très bien qu'il n'a pas mis tel détail ou tel détail au hasard, tu vois. Et du coup, tu es là. Est-ce qu'on explique vite fait c'est quoi le setup payoff? Je sais pas si c'est volontaire. Tu peux expliquer, si tu veux. On peut prendre même l'exemple dans Play Dirty. Il y a pas mal de scènes comme ça. Dans Play Dirty, c'est qui prépare un. Il rentre dans une bagnole, il braque un mec. Et voilà, et il dit roule, je me rappelle plus exactement des détails, mais en gros c'est ça, il dit roule. Et le mec il dit comment t'as réussi à avoir mon garde du corps? Il avait Jimmy, ouais, il avait un flingue à la cheville, tu vois. Ouais. Et après il parle plus de Jimmy, on s'en fout. Et en fait il y a une fille, il commence à se faire tirer dessus, il freine avec la voiture, il sort de la voiture, il tire, il ouvre le coffre et dans le coffre il avait mis Jimmy. Ouais. Et là Jimmy il sort avec le flingue et il tire sur tout le monde. Il participe à la fusillade. Il participe à la fusillade. C'est ça. Donc en fait le setup payoff c'est ça, c'est quand ça s'appelle aussi le fusil de Tchekhov. Ouais. Donc c'est quand on te montre un fusil, c'est que forcément à un moment donné il va servir. Voilà. C'est quand tu prépares quelque chose et après tu le mets en œuvre. Donc là il fait ça, lui c'est franchement dans tous ses films. Il fait tu dis ce dialogue il sert à rien. Ouais, voilà. Là, tu dis Jimmy, bon c'est bon. Tarantino aussi il fait beaucoup sur Jimmy machin, ouais. Oui, Tarantino le fait énormément aussi. Surtout dans Les 8 salopards. Voilà, ça rend les films plus riches en fait, tout simplement. Et puis tu te dis le mec il a bossé l'écriture, tu vois, c'est tout con, mais c'est des détails pour moi qui rendent toujours les films meilleurs, plus denses en fait. Après c'est sûrement grâce à ce procédé, mais en fait t'es investi dans ces films, il te fait rentrer dans le film, on dirait qu'il s'adresse à toi, tu vois, mais sans jamais briser le quatrième mur. Exact. Ouais. Donc c'est vraiment très fort. Ouais. Franchement, c'est sa force, je pense. Oui, c'est sa force. Je crois qu'il n'y a que dans Kiss Kiss Bang Bang où il brise le quatrième mur. Il me semble que le narrateur il nous parle. Hein. Il nous parle. Après, ce ton complice-là, ça lui donne une singularité. Bon, franchement, c'est. Oui, et puis ça fait très. Lui, il aime bien les films, les films ou les bouquins. Bon, je connais rien en livre, je vais pas me lancer là-dedans, mais tout ce qui est polar à type années 40-50. Donc ce côté gimmick de parler au spectateur, je crois que ça y est dans les bouquins, de narrateur, de toute façon. Oui, sûrement. Donc bon, là c'est pareil, dans le dernier c'est pareil, il n'y a pas de narrateur comme ça, mais il y a ce côté film année, ça se passe à notre époque, mais à travers la photographie et surtout les musiques. C'est Alan Silvestri qui a fait les musiques. Ouais. Bon, ça renvoie comme Kiss Kiss Bang Bang et The Nice Guy. Ces films-là, films noirs, années 40-50. Oui, largement. Ça, c'est un autre gimmick qu'il a aussi. Oui. Ouais. Après, encore une fois, on fait le parallèle depuis tout à l'heure avec Tarantino, mais c'est des mecs, c'est des cultures. C'est ça. Ils ont une culture cinématographique, c'est un truc de malade, quoi. C'est des gros geeks, mais. Comme je te disais, ce ton complice, là, ça lui donne une singularité qui fait que, moi, je pense que ça. Même certains ne doivent même pas en avoir conscience, mais toute une génération de scénaristes. Pour moi, il n'y a pas de Edgar Wright sans Shane Black. Tu vois. Ouais. C'est pas possible. Edgar Wright fait beaucoup ça, ce qu'on disait aussi, play-off. Ouais, payoff, comment tu dis, setup, payoff. Setup, payoff, ouais. Edgar Wright fait vachement ça dans ses comédies aussi. Ah oui, là. peut-être même dans les films plus sérieux, je sais plus, mais dans ses comédies, c'est clairement. Ça joue vachement là-dessus, quoi. Après, j'ai regardé, parce que j'ai fait quand même quelques recherches avant de préparer l'épisode. Ouais. J'ai essayé de me renseigner sur cette technique qu'il a à l'écriture. C'est les dialogues en ping-pong comme ça. Ouais. Tarantino, encore une fois, désolé, qu'il fait beaucoup.
En fait, c'est un nom, ça s'appelle le Benter. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est une espèce d'échange, c'est des échanges verbaux en mode ping-pong, comme je disais. Ouais. En fait, c'est souvent rapide, très marqué rythmiquement, et en fait, on retrouve ça beaucoup dans les comédies américaines et tout, dans les buddy movies, justement, où tu as l'impression qu'ils n'arrêtent pas de se parler, même ils font des trucs, ils parlent par-dessus, tu vois. Et ça, si tu le fais mal... Ça peut être, mais alors, casse-couille. Déjà, ça peut être bourratif, parce que le film, tu en as plein. Il y en a plein de films. Bon, Guy Ritchie, il s'est un peu vautré là-dedans aussi, mais tu as des films comme ça où tu te dis, mais fermez-la, tirez-vous dessus, tu vois. Mais lui, même pendant les films qu'il parle, ça fonctionne quand même, et ça nourrit le truc, et il le fait super bien, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Shane Black? Non, j'aurais des trucs à dire sûrement par rapport aux derniers films qui vont renvoyer des anciens trucs, mais on peut faire comme ça. Moi, j'aurai le mauvais rôle, parce que je vais avoir le rôle de celui qui n'a pas trop aimé. Non, mais de toute façon, il faut. Voilà, non, mais c'est toujours moins intéressant quand tu donnes les arguments de pourquoi tu n'as pas aimé un truc. Après, c'est sûr que oui, tu es moins intéressé. De toute façon, un film, tu es moins intéressé quand tu as moins aimé. Donc, tu vas moins lire des trucs. Tu vois. Moi, par exemple, je l'ai revu, tu vois, je l'ai vu 2 fois. Donc, c'est logique que peut-être tu as moins d'éléments parce que toi, tu vas pas le revoir. Un film, enfin, moi c'est pareil, un film que j'ai pas aimé, je vais pas travailler dessus, quoi, tu vois. Oui, je comprends, oui, bien sûr. Enfin, tu vas moins travailler dessus qu'un film que tu as aimé, quoi. Oui, non, après, je vais donner mes arguments et tout, voilà. Et puis peut-être que ça sera de la merde, on verra. Oui, sûrement, mais on verra. En fait, le problème de. Est-ce qu'on le pitch? Parce que pour moi, il est impitchable. Moi, c'est un des problèmes. Parce que pour moi, c'est un film et c'est un film qui a un côté méta qui fait souvent Shane Black avec le cinéma. Ça, il fait. Oui, bien sûr. Vas-y, j'avais noté. De toute façon, c'est Kiss Kiss Bang Bang, c'est ça. C'est un acteur. Je sais plus exactement le pitch, mais c'est un acteur. Je sais plus. C'est un flic qui doit travailler avec un acteur ou un truc comme ça. Il y avait pas un truc dans le genre. Non, Kiss Kiss Bang Bang, c'est un voleur en fait qui se retrouve comme par hasard dans un casting et se retrouve embarqué dans. Voilà. Et il y a un des personnages féminins qui elle est une actrice ratée du cinéma. Exactement. Donc il y a tout un truc comme ça. The Nice Guy aussi, ça se passait sur je crois que c'était un film pornographique, il me semble. Oui. Qui était une. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'était le meurtre d'une actrice sur un film pornographique. Donc c'était ça parlait. Il y avait ce côté-là méta. Et ensuite, j'avais noté le plus connu, pas le plus connu, mais le plus logique, c'est l'Aztection Hero, quoi. Ah oui, où le gamin rentre carrément dans un film de son idole. Donc voilà, et moi je trouve qu'il y a des trucs comme ça dans le film. Bon, c'est pas une analyse de fou parce que c'est des scènes vraiment presque. Comment dire? C'est pas un message caché, tu vois ce que je veux dire? Bien c'est sûr. Partie intégrante. C'est pas un filigrane, quoi. Non, voilà. Ouais. Donc, c'est quoi ta question par rapport à ça déjà? J'avais pas de question. Ah oui, c'est pour savoir si on le pitchait, ouais. C'était juste pour savoir si on pitchait le film. Et t'es parti dans un monologue. Ouais, donc, de toute façon, c'est pas moi qui ai le pitché, donc... Ah, c'est moi qui ai le pitché. Moi, je le trouve vraiment pitchable. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est un braqueur. Enfin, il est pas vraiment braqueur, il fait des coups fourrés, quoi. Ouais, c'est un mercenaire. C'est un voleur, quoi. C'est un voleur. C'est un voleur qui cherche. C'est un voleur particulièrement malin. Ça tourne autour du braquage, en tout cas. Oui. Il arrive à monter. Ouais, il est dans plein de coups fourrés, tu vois. En fait, il monte des coups et il est réputé pour être très très malin, pour toujours avoir un coup d'avance sur tout le monde. Et en fait, il monte un premier coup qui tourne mal, donc il veut se venger, ce qui l'amène à un autre coup. Qui tourne mal 3 ou 4 fois. Voilà, il y a 1 milliard de rebondissements. Oui, voilà. En fait, ça l'amène à s'allier avec la personne qui l'a trahi dans le premier coup. Exactement. On spoil ou ça c'est le début, de toute façon. Oui, donc, non, il n'y a rien de. Si tu veux, on spoil pas. Il n'y a pas besoin de spoiler. Non, mais oui, c'est le début. Oui, il s'allie avec la personne qui l'a trahi pour faire un coup vraiment énorme, quoi. C'est-à-dire que c'est à l'échelle vraiment. Des milliards, quoi. Ouais, des milliards à l'échelle géopolitique, quoi, carrément. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, en gros, le pitch, c'est ça. C'est juste un mec qui monte des... Enfin, c'est juste. Oui, voilà. Après, tout va se dérouler sur le bon fonctionnement ou non du braquage. Ouais. Moi, je vais essayer de commencer à expliquer en gros pourquoi ça m'a pas trop plu. C'est que, en fait, ça m'a donné l'impression qu'il était en pilotage automatique. Ouais. J'avais un peu déjà ressenti ça sur The Nice Guys, même si j'aime bien le film, tu vois. J'avais l'impression que ça devenait un peu il s'auto-parodiait, tu vois. En fait, d'habitude, il arrive à créer des personnages attachants, abîmés mais attachants. Il est fait évoluer au travers des dialogues, comme on a vu tout à l'heure, avec des situations, de l'humour. En fait, il y a des situations où l'humour, ça révèle la vraie humanité des personnages. Il travaille vraiment les personnages au travers de l'humour, tout ça, tu vois. Et ici, tous ces éléments, ça devient des artifices. Ça reste en surface. Les setup payoff, comme on disait tout à l'heure, les punchlines, tout ça,
c'est là. Il y en a beaucoup, énormément, mais sans substance émotionnelle. Tu vois. J'ai rien ressenti pour les persos. En fait, c'est la même tambouille que d'habitude, mais sauf que j'ai l'impression qu'il n'a pas travaillé les persos, qu'ils évoluent pas. Bon, après, je demande pas à ce qu'ils refassent la même chose toujours, hein, mais je constate juste qu'avec... en gros, si tu gardes son style, mais tu fais pas des persos un peu travaillés qui racontent quelque chose, si les persos ils évoluent pas, s'ils sont juste cool, je trouve que ça fonctionne pas son style. Faut vraiment qu'il ait un truc à raconter. Et là, je trouve que ça tourne un peu à vide. On sent pas d'évolution. T'as pas vraiment de tension dramatique. Tu as juste des successions de scènes censées être fun. Et à force, au bout de 20 minutes, j'en avais marre. D'accord. J'avais l'impression que c'était là pour masquer le vide narratif. Tu as une intrigue mécanique sans enjeu ni émotion. Après, au final, le film il est pas nul. Hein. J'ai rigolé. Il y a quelques passages où Shane Black il arrive à construire des scènes avec des dialogues ludiques et tout. Il y a des scènes, vraiment, je dis putain, qu'il est con celui-là. Comme tout à l'heure, la scène du coffre. Il y a plein de trucs que j'ai trouvé bien, tu vois, genre ça bute sans pitié, rien à foutre. Tu vois. Donc c'est marrant. Hein. Mais voilà, j'ai l'impression que ça gigote dans tous les sens pour masquer. En fait, il n'y a rien dans ce film. Si tu regardes le personnage. Bon, je sais que c'est des clichés de dire ça, mais là, c'est particulièrement vrai, tu vois. Le personnage, il a rien foutu, il a rien appris, il a pas évolué. Les persos secondaires, c'est quoi qui les caractérise ? Ils font des blagues tout le temps. Tu vois, même dans le gang, tu vois, personne n'a sa spécificité et tout. Ça, c'est des trucs, pareil. Ça, c'est des trucs que je relève parce que j'ai trouvé le film pas terrible. Si j'avais trouvé ça fun tout le temps, autant j'aurais excusé. Mais d'habitude, sur ça, il est fort, Shane Black. Tu vois, tous les personnages, tu t'en rappelles, ils ont des trucs. Et là, je sais pas si j'ai été clair parce que j'ai du mal à parler quand j'aime pas un film. Non, mais c'est compliqué. Clair, c'est très clair. Après, moi, j'ai pas du tout ressenti ça sur les personnages, à part peut-être un perso, le perso de la femme là, qui est un peu comique de service. Parce qu'il y a le mec Kay là, tu sais, de KNP. Là, ouais, je vois. Tu vois, il y a une femme. Le Black, le grand, sa femme. J'ai l'impression qu'ils sont en couple, hein, c'est ça ? Ouais, je crois qu'ils sont en couple. Voilà. Ce perso-là, tu peux l'enlever facile. Les autres, je trouve qu'ils ont quand même une fonction. Après, voilà, c'est un film de braquage. Qu'ils évoluent ou pas, bon. Je sais pas, moi je prends ça. Au moins qu'ils aient un rôle, tu vois, qu'ils aient une fonction. Ils ont un rôle, hein. Tu en as un qui va. Tu as le chauffeur, tu as l'autre qui va trafiquer le train. Parce que, bon, après, c'est. Comment dire ? C'est le déroulement de l'intrigue, c'est-à-dire que c'est un film qui va droit au but, quoi. C'est pas un film qui se passe sur 26 jours, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je pense que ça me dérange moins qu'il n'y ait pas vraiment d'évolution. Et je trouve que le perso de Wahlberg n'a pas à avoir d'évolution, en fait, parce que c'est son côté froid. Du début à la fin, en fait, c'est le mec... bon, attends, je reviendrai sur le côté un peu que j'ai trouvé méta et que j'ai trouvé vraiment bien. Mais après, excuse-moi, avant que tu développes, c'est parce que je me suis mal exprimé. C'est pas le fait qu'il faut qu'il ait évolué, parce que effectivement... non, ça peut gêner, dans certains films, c'est gênant. Hein. On a parlé de Die Hard tout à l'heure. Ouais. Est-ce que McClane, il n'a pas évolué en une nuit, mais il a accompli quelque chose. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Par rapport à sa femme et tout. Et là, j'ai l'impression que il n'y a rien à bouffer avec le perso. Il y a un truc quand même. Il n'y a pas de motivation. Il y a une intrigue. Mais c'est vrai que c'est pas... Là, on va parler de ça. D'ailleurs, déjà, je vais mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit. C'est-à-dire que tout ce que j'ai adoré dans le film, c'est sûr que c'est pas le meilleur Shane Black. C'est sûr que les persos... c'est peut-être le moins bon perso héros. Tu vois, Mark Wahlberg. En fait, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Shane Black, quand il fait pas Die Hard, putain, mais à chaque fois, je sors Die Hard. Shane Black, quand il fait L'Arme Fatale, comment dire ? Mel Gibson, il rend le film encore... tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Oui. Il surclasse tout, en fait. C'est Mel Gibson, limite, qui rend le film mythique, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a un truc à jouer, tu vois. Oui. C'est ça. Il est suicidaire, tu vois. C'est ça. Mais je pense que les acteurs aussi ont beaucoup joué sur... Et je dis pas que j'aime... Tu vois, j'aime beaucoup Bang Bang, pareil. Kiss Bang Bang, oui, bien sûr. Robert Downey Jr. et Val Kilmer, ils sont immenses, quoi. Là, Wahlberg, fait du Wahlberg. Mais voilà, je trouve... Encore une fois, c'est juste pour dire que voilà, je trouve pas le film extraordinaire. Hein. Je pense que c'est peut-être un de mes... Enfin, sympa, mais je trouvais fun, drôle. Un divertissement, quoi. Je me suis revu le dimanche soir, quand j'étais petit, à regarder des films sur TF1, tu vois. Mais voilà, c'était juste pour dire que tout ce que je veux apporter, c'est on va dire, on va se contrer parce que toi t'as pas aimé machin, mais ça veut pas dire que je trouve le film exceptionnel. Voilà, c'est ça. Oui, mais moi aussi je trouve pas que ce soit une rose bouse. Donc quand je vais dire un truc, ça veut pas dire que c'est trop un machin de fou, quoi, tu vois. Oui, je vois. Mais déjà on va commencer sur ça parle, tu as vu, bon, comme je disais, c'est pas en filigrane, ça parle de théâtre à un moment donné. Donc ça c'est pour moi l'entrée méta qui se lie, qui est un parallèle avec le cinéma. C'est-à-dire que la toute première scène, c'est en fait ils sont dans une loge.
Et Mark Wahlberg et le réalisateur, il est en train d'expliquer ce qu'ils vont faire dans le braquage qui se trouve à côté. Le braquage, c'est une banque. Donc eux, ils sont dans leur petit fourgon. Donc c'est la loge. Et la scène, c'est la banque à côté. Ouais. Voilà. Et tout le film, en fait, toute cette intro, ça va être un miroir de tout ce qu'il va y avoir après, en fait. C'est-à-dire que Mark Wahlberg, il a déjà ça commence cash, en fait, avec un perso. Tu lui mets les bâtons dans les roues, tu vois. Ouais. Et donc le réalisateur, on fait le parallèle, le réalisateur sûr, avec... ouais. Bon, là, c'est pas le producteur, mais ça peut être n'importe quoi, un acteur. Je pense que là, c'est plus un acteur qui fait pas ce qu'il veut, tu vois. Qu'il doit faire, ce que Mark Wahlberg veut faire. Ça commence cash là-dessus. Je pense qu'après, je vais peut-être aller chercher loin dans la suranalyse, mais on va partir du principe que The Predator, ça a été apparemment, c'était une catastrophe à gérer. J'ai trouvé le film mauvais aussi après. Voilà. Enfin, moi, j'ai aimé le film, mais on sait qu'il y a eu des problèmes de tournage, de production et tout. C'est pas un film fini. Voilà. C'est ça. Ouais. Il s'est fait charcuter, donc je vais pas suranalyser en disant que ce film-là, c'est une réponse à The Predator. Mais il y a plein de trucs qui me font penser à ça. Donc, Mark Wahlberg, réalisateur. La première scène, encore une fois, que ce soit le braquage, ça se passe pas comme il faut. Il y a un élément perturbateur, un mec qui sort de nulle part et qui les braque eux aussi. Et en plus, ça lance aussi une scène d'action, donc on va dire classique, parce que souvent. Ça aussi, on en parlera, mais bon, je trouve. Ouais, tu n'as pas aimé. Moi, c'est la scène d'action classique qui ouvre les films d'action, quoi, tu vois. C'est un peu, donc je trouve qu'il a réussi à placer ça bien. C'est moche en plus. C'est pas très beau, mais il y a quand même, je me suis dit, c'est pas très beau. Ça, on va revenir sur tout ce qui est visuel et le montage, tout ça après. Et le Prime Video. Mais voilà, c'est quand même, je trouve que c'est quand même une scène originale, quoi. Des chevaux qui foncent dans des voitures, etc. Des jockeys qui se font renverser. Et ça a une utilité scénaristique, c'est-à-dire que l'organisation, dans ma vision, là, ce que je te disais, c'est Hollywood. Hein. L'organisation, c'est que en fait, Mark Wahlberg avait fait un braquage de cette organisation, donc c'est une espèce de grosse mafia, quoi. Mais c'est vraiment écrit, mais c'est fait exprès, quoi. Le truc s'appelle l'organisation, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc ça, cliché, quoi. C'est pas dans le bouquin, ça. Peut-être, je sais pas. Après, là, par contre, c'est tiré d'un bouquin, mais là, je ferai aucune analyse là-dessus. Outfit, non, j'ai pas cherché, je sais pas du tout. J'ai fait aucune recherche par rapport au bouquin. Et voilà, en fait, donc Mark Wahlberg avait fait un braquage et il s'était arrangé avec le sous-chef de cette organisation. Enfin, à l'époque, c'était le sous-chef de l'organisation. Ils ont flingué le chef de l'organisation et le sous-chef pour prendre la place de l'organisation, en fait, pour remercier Mark Wahlberg, entre guillemets, malgré qu'il leur avait volé un butin, tout ça. Il lui a fait une faveur, il lui a dit, bon, tu dégages de New York. Et on te traque pas. Tu te laisses tranquille. Voilà. Et là, cette scène d'intro, elle va, comme c'est un gros bordel, en fait, ça se passe sur une piste de course hippique. C'est ça qui va foutre le bordel et l'organisation va se rendre compte que ce mec-là est de retour. Tu vois, là, par exemple, avant que tu embrayes. Ouais, mais vas-y, parce que là. Le coup de l'élément perturbateur sur la première scène. Ouais. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, on va pas spoiler, c'est la scène du début. En gros, pendant le braquage, il braque une banque et il y a un mec qui arrive, qui veut passer par derrière. Alors, je sais pas très. C'est un mec qui travaille dans la banque. C'est quoi j'ai pas trop compris pourquoi il passait par derrière, l'élément perturbateur dans sa voiture. Avec lui, je crois que c'est un gardien, un truc comme ça. Ouais, voilà. Bon. Il travaillait pas ce jour-là. Voilà, un truc comme ça. Il y a sa femme et son gosse dans la voiture. Il veut rentrer. Alors, je sais même pas si c'est dit dans le film. Hein. Bon, je vais être bon joueur. Je vais dire que c'est dit dans le film. C'est moi qui n'ai pas fait gaffe. Il arrive par derrière. Et il s'aperçoit qu'en fait, la porte, elle est bloquée, pas bloquée, fermée, mais il y a quelque chose pour pas qu'elle se ferme, justement. Et il voit que la banque est en train de se faire braquer. Il voit qu'il y a deux voitures, en fait, parce qu'en fait, c'est sa place, normalement. Exactement. Travail. Il voit qu'il y a deux voitures, c'est pas normal. Ils sont garés. Et là, il s'est dit, il va voir sa femme. Donc, il y a sa femme. Bon, c'est pas pour dire, c'est pas crédible, c'est pas où je veux en venir. Hein. Mais il y a sa femme et son fils dans la voiture. Il dit, ils sont en train de braquer une banque, je vais attendre qu'ils finissent, et moi, je vais les braquer et je pars avec l'argent. Ouais. Alors, c'est rigolo. Oui, c'est un bon gag, je trouve. Ah juste, je vais peut-être chipoter parce que j'ai pas aimé, excuse-moi, mais j'ai l'impression que c'est pas assez pour me faire avaler ça. Mais un truc il y a sa femme et son gosse, quoi. Ouais. Les gens, ils ont des Uzi, des mitraillettes, il va aller braquer. Bon, il sait pas, hein, quand il rentre, il sait pas que les mecs sont surarmés. Oui, voilà. Mais donc, c'est un gag. Pourquoi j'ai pas compris, tu vois, par exemple, alors je déteste faire ça, genre pourquoi il a pas écrit comme ça, c'est débile, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais s'il était seul dans la voiture, ça aurait été compréhensible, tu vois. Ouais. Mais là, il y a sa femme.
j'ai pas réussi à acheter ce truc. Et du coup, je me suis dit, ouais, voilà. Donc là, j'ai vu écrire Shane Black. J'ai vu, il a trouvé ça drôle, il a écrit. Ça sert à rien. Et tu vois ce que je veux dire? Oui, moi, c'est vraiment le gag du mec qui sort de nulle part. Ça me tue, ce genre de truc, de personnage. En fait, tu aurais pu faire un mec qui rentre. Il était à sa pause, il revient avec son donut. Et tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Après, l'utilité vient après, même si ça corrige pas ce que tu dis du tout. Hein, mais ça vient après, c'est-à-dire que. Oui, en fait, ça montre qu'il est sympa parce qu'il donne de l'argent à la femme. C'est ça. Mark Wahlberg C'est encore le truc. En fait, Mark Wahlberg. Pendant le film, 2 fois, il dit, j'avais noté, je sais plus ce qui est, ces personnes ne me dictent le chemin à prendre. Ouais, voilà. Donc encore réalisateur, producteur, tu vois. Bien sûr, oui. Et là, en fait, ça te montre qu'il va buter le mari, donc le braqueur des braqueurs, ce gardien-là. Mais il va donner de l'argent à la fille, à la femme. À la femme. Voilà, pour montrer que... $10,000, c'est que dalle. Ouais, voilà, c'est ça. Pour montrer que, en fait, c'est un mec qui a un cœur, on va dire, entre guillemets. Un code, quoi. Ouais, il a un code, c'est-à-dire, voilà, tu te mets en travers de mon chemin, je te bute, mais sinon, je suis quelqu'un de très gentil. C'était encore cette truc juste après, quand le gamin, il essaye de voler une friandise chez le marchand de journaux, tu vois. Ouais. Mark Wahlberg essaye de le cacher. Voilà. C'est des petits détails tout cons, mais bon... Voilà, moi je trouve que ça enrichit le. Oui, à un moment donné, il dit, mais je sais plus quelle personne, lui, mais tu as buté tout le monde, et lui, il dit seulement si c'est nécessaire. Ouais, voilà. Sinon, je bute personne. Ouais, exactement. non, ça c'est sûr. Après, le coup du parallèle au cinéma, alors, j'avais pas analysé jusqu'à. J'ai pas su voir jusqu'où t'es allé. J'avais capté qu'il était là parce que, à un moment donné, tu as un dialogue, donc le Black, je me rappelle plus du nom du perso, qui s'occupe du théâtre. Gros field, voilà. J'ai noté. Qui dit on joue pas, mais il n'y a jamais personne qui vient. Ouais. Voilà, c'est un nouveau concept. Donc là, c'est aussi parce que bon, les salles se vident, tout le bordel. Ouais. Donc j'ai capté qu'il y avait quand même un petit truc. Après, je t'avoue que je suis pas allé, j'ai pas trop creusé. Voilà, encore une fois, si t'aimes pas le film. Mais après, pour revenir aussi sur le, c'est pas juste pour te contredire pour te contredire, mais le gag du mec là qui sort de nulle part et qui le braque, c'est aussi un gag et ça renvoie à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que Shane Black fait une comédie. Ouais. Donc il fait des gags, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Hein. Il fait pas juste je vais faire un gag pour rendre la scène moins violente. C'est pas The Other Guy. Tu vois ce que je veux dire? Quand même, moi je trouve que enfin je vais pas dire c'est The Other Guy, mais pour moi voilà, encore une fois 50-50 humour, donc il y a des gags, moi je les accepte, tu vois. Je me dis pas c'est ce gag là que c'est superficiel. Voilà, donc ouais, mais... Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais à partir du moment où ça parasite et ça me sort du truc. Oui, après c'est compliqué justement. En fait, le problème de faire pas complètement une comédie. Moi, je pense que c'est le problème que j'ai eu sur The Nice Guys la première fois que je l'ai vu. Ouais. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas aimé. Ouais. Mais pas aimé. Ça m'a fait. Et dès le début du film, je me suis dit putain, mais il a déjà fait ça. Tu vois, je me suis dit putain, il va refaire un buddy movie. Ça fait 15 ans qu'il fait plus de films. Là, il refait un buddy movie sur presque les mêmes mécaniques que Kiss Kiss Bang Bang. Bon. Moi, perso, je suis content. Hein. Quand je veux voir un Shane Black, voilà, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Non, mais voilà. Je dis pas que j'ai raison de réagir comme ça. Tu vois, Tarantino, je veux voir du Tarantino. Quoi. Je parlais qu'il me fasse Tarantino, un film à la... Voilà, Tarantino, il a fait 2 westerns, ils ont rien à voir. Oui, non, mais c'est pour dire que... Ce que je veux dire, c'est vraiment... style, moi, je veux voir le style du mec, quoi. Tu vois. Oui, bien sûr. Surtout qu'il sort pas des films tous les 2 ans. Que des buddy movies. Donc, quand il a fait The Nice Guys... Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Quand il a fait The Nice Guys... À chaque gag, je fais oui, mais ça, il l'a déjà fait. Non, mais ça, et je le voyais écrire et j'avais de la hauteur sur le film. Ouais. Et objectivement, je voyais que c'était pas un mauvais film. Oui, mais ça te sort du film. Les persos, ils sont cool, c'est bien écrit. Tu vois, les acteurs sont très bons, tu vois. Russell Crowe, ça faisait longtemps qu'il était pas aussi bon. Donc, j'ai pas. Le duo fonctionne. Tu vois, je suis jamais rentré une seule fois dans le film. Donc, je l'ai revu depuis pour lui laisser une chance parce que j'adore Shane Black. Ouais. Et pareil, j'ai préféré la première fois, mais j'ai pas trouvé que c'était un grand film. Et là, tout ça pour dire que là, c'est pareil, c'est-à-dire que je suis jamais rentré dans le film et j'ai vu que les ficelles à la Shane Black. Oui, okay. Et je me suis dit, oui, c'est compréhensible parce qu'encore une fois, c'est un des plus faibles de Shane Black en termes de réalisation, je pense. Oui. Après, je pense, alors, c'est pas pour dédouaner Shane Black parce que il a déjà fait des trucs que j'ai pas aimé. Je parlais de The Nice Guys et tout, et de Iron Man 3 que j'ai vraiment pas aimé. Ouais. Et Predator aussi. Mais tu vois, Predator et Iron Man 3, je me dis que c'est pas des projets... Il a mis sa patte, mais j'ai du mal à dire que c'est des films 100% Shane Black. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors moi, je serais pas d'accord sur Iron Man 3, mais ça, il faudrait faire un podcast exprès. On va y revenir sur Iron Man 3 si tu veux. Ce serait trop long, je pense. Il y a tellement de trucs à dire. Et déjà qu'on fait plein de digressions, je sais pas si les gens, ça va être agréable à écouter. Oui, c'est cool. Et c'est pas pour excuser Shane Black, parce que comme je disais, il y a d'autres films que j'aimais pas, mais j'ai l'impression que c'est un film de plateforme. Oui, alors. C'est-à-dire,
La réal est moins bien que d'habitude. Ouais. Les effets spéciaux sont moins bien que d'habitude. L'image, franchement, la photo, sans être horrible, j'ai trouvé bof, alors que Kiss Kiss Bang Bang, c'est un beau film. Ouais. The Nice Guy, c'est un beau film. Là, les décors et tout, enfin, l'appart du Black et de la gonzesse, là, c'est du tout venant, quoi. Il n'y a rien de, tu vois, Est-ce que tu te rappelles d'un décor? Oui, je me rappelle. Parce The Nice Guys, même si je le trouvais moyen. Hier, voilà. The Nice Guys, même si je le trouve moyen, je peux te parler de la soirée dans l'appart. C'est une claque visuelle, c'est-à-dire que c'est une reconstitution des années 70, c'est magnifique. Quoi. C'est vraiment, de ce côté-là, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Visuellement, même les costumes et tout. Hein. C'est une claque. Même Kiss Kiss Bang Bang, l'univers et tout. Bah là, si tu veux, après, moi, j'ai pas fini avec les points positifs, mais on va sur les points négatifs, c'est-à-dire, oui, ce montage, il y a des problèmes de montage, il y a des problèmes d'effets spéciaux. Mais alors, il y a même des problèmes de montage que je vais pas. Enfin, pour moi, c'est la faute du monteur, là. Hein. C'est pas par rapport au fait que ce soit un film de plateforme. Moi, il y a un gars que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est un mec qui prend feu. Ouais. Il va se jeter dans une flaque d'eau. Ouais. Et dans la flaque d'eau, il y a un câble électrique, tu vois. Et ça, c'est trop drôle, tu vois. Mais ça coupe trop. Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens, ils l'ont même pas capté, tu vois ce que je veux dire. Je comprends, moi, j'ai capté vraiment, j'ai rigolé un peu après, tu vois. Parce que je me suis dit, c'est vraiment passé ça. Et je crois qu'il y a une ou deux fois un truc comme ça où il gâche presque ses gags avec un montage vraiment pas beau. Pas terrible. Voilà, bon, il y a une grosse scène en CGI vraiment. Laquelle? Je vais pas dire avec le train, là. Je vais pas dire. J'ai vu pire. J'ai vu pire même dans les films de cinéma, hein, c'est-à-dire pas des films de plateforme. Il y a plein de films asiatiques qu'on adore et les CGI sont moches. Donc mais là, franchement, vu que c'est un film qui se veut quand même terre à terre, quoi, visuellement, enfin c'est un film qui se passe. Oui, c'est pas un gros délire. Oui, voilà, il n'y a pas des aliens, il n'y a pas des machins. Ouais. Il a essayé de découper ça. Alors je dis je pense pas que ce soit lui au montage. Non, je parle du monteur, mais il a essayé de découper ça en mettant des plans un peu plus propres et tout, mais. Ça, en fait, il n'y a pas d'impact. Cette scène n'a aucun impact, alors que c'est quand même un train qui déraille et qui se crache dans une ville. C'est pour ça. Mais quand tu regardes le film, est-ce qu'il y avait besoin d'avoir des scènes d'action comme ça? Est-ce qu'il y avait besoin? Peut-être pas. C'est vrai que le braquage, c'est un peu too much, mais je pense que ça, c'est. Ouais, ils ont voulu faire un. Enfin, comment dire? Oui, je pense que ça, c'était peut-être une obligation. Ouais. Je pense que c'était une obligation de mettre ce train. Ça sent le cahier des charges, tu vois. Le train, tu peux le. Fais-moi un film d'action. Oui. Le train, tu peux le braquer d'une autre façon. Voilà. Ouais. Que de le faire dérailler. Après, c'est cool, l'idée est top. Hein. Non, même le déraillage, j'aime bien le plan. Tu peux le faire dérailler. Hein. Ouais. Tu peux le faire dérailler, mais tu n'es pas obligé de faire une grosse scène d'action, tu vois. Oui, avec des voitures qui passent autour et tout. C'est ça. Ouais. Tu peux le faire dérailler. En plus, c'est drôle, le fait qu'il déraille pas au bon endroit. Oui. C'est ça qui est trop bien. Ça, c'est encore, le parallèle avec le cinéma, encore des trucs. En fait, ça se passe pas comme prévu, faut improviser, oui, bien sûr. Ça se passe pas comme prévu. D'ailleurs, il y a un gars que je trouvais vraiment bien aussi, c'est que, en fait, le braquage est avancé. Donc, il était censé être tel jour, mais en fait, il est avancé 24 heures avant. Mais sauf que personne n'est prêt, ils sont tous bourrés, ils ont fait la fête et tout. Bah, tu vois, le personnage asiatique, celui qui conduit, j'aime bien. Ouais, lui, il est cool. Tout à chaque fois qu'il est là, ça me fait rire. Voilà. Donc, voilà, ça renvoie. Enfin, moi, à la fois, c'est ludique, c'est-à-dire même si tu n'as pas assez de lecture par rapport au cinéma, hein, parce que il y a des scènes cool. Je vais pas essayer de rendre le film meilleur avec une lecture comme ça, mais en fait, c'est logique, voilà, c'est ça. C'est logique, c'est ludique. Et voilà, c'est ludique, je pense que c'est le mot qui me vient quand j'ai vu le film, en fait. Il démérite pas le terme ludique. Voilà, les persos, parce que même moi, il y a plein de scènes que j'ai trouvées rigolotes et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a quand même ce truc-là, comme d'habitude, sur... Oui, il y a le film de plateforme. Non, mais si tu accroches pas, après, ça te saute à la gueule les défauts, et c'est ça le problème. Mais il y a un truc simple, moi, que je me dis, moi, il y a des films de plateforme que j'adore, il y en a, c'est Triple Frontier de J.C. Chandor. Ouais. Ah, il faudrait que je le revoie, parce que j'avais trouvé ça oubliable. Et celui-là, Play Dirty, c'est deux films que j'adore, mais je me dis, si c'était produit pour le cinéma, il serait mieux. C'est obligé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, oui. Je suis convaincu qu'il serait mieux. Il n'y a pas photo. En termes de réal et tout. Et voilà, c'est toujours cette frustration que j'ai avec les films de plateforme. Mais après, moi, quand j'ai vu que Shane Black sortait le film de plateforme, je pensais qu'il sortait l'année prochaine. Pardon. Ouais. J'étais surpris qu'il sorte aussitôt. Mais j'ai lancé ça, je me suis dit, ouh là 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 là, ça va être un truc tout miteux. Moi, je veux... Alors là, je pars dans un truc... Il n'y a rien qui peut étayer ce que je vais dire, mais c'est peut-être... Quand tu fais un film de plateforme, j'ai l'impression, que ce soit Prime ou Netflix, qui donne un cahier des charges pour dire... Attention, les gens ne sont pas au cinéma. Ils peuvent mettre pause quand ils veulent. Ils peuvent arrêter quand ils veulent. Ouais. Donc, il faut qu'un rythme soit spécial. Il faut qu'il se passe des trucs. Et alors, je suis putain. Autant, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi, mais je trouve que ça colle à Shane Black, justement. C'est pas impossible.
Mais il y a plein de films comme ça où tu as l'impression d'un trop-plein, d'un truc, ça fait un peu épisode télé. Ouais. Cette espèce de format épisode télé dans les films, c'est peut-être ça. Ils travaillent sur la scène, tu vois. Il se passe un truc de la scène. La scène d'après se passe un truc, la scène d'après se passe un truc. Et tu as l'impression que c'est juste pour pas que les gens coupent. Oui, je vois. Parce qu'ils peuvent couper, ils sont chez eux. Mais voilà, encore une fois, moi je trouve que ça, ce que tu dis, c'est vrai, mais ça colle à Shane Black, parce que dans les films des années 80-90 qu'il écrivait, c'était toujours super rythmé, quoi. Tu n'avais jamais envie de couper, hein. Ouais, voilà. Oh, non, donc je trouve que de ce côté-là, il réussit à vraiment... C'est ça que j'ai adoré et que je trouve souvent nul dans certains films où je me dis putain, ça aurait pu durer 40 minutes, le film, il dure 2 heures, tu vois. Là, non, c'est que tu sais jamais ce qui va se passer, quoi, tu vois. Tu te dis pas, on va braquer le train, genre au bout de 10 minutes de film, il te dit on va braquer le train et le braquage du train, il se fait à 2 heures, tu vois, à la fin, tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois, ouais. Ça enchaîne, mais de malade. Et peut-être le dernier braquage n'est pas très impressionnant. J'ai l'impression qu'ils n'avaient plus de budget, quoi. Alors, je ne sais pas s'ils ont tourné le film dans l'ordre chronologique, mais je sais pas. Ils sont moins fait chier. Il y a quand même une poursuite que je trouvais cool. Ouais. Mais après, l'idée, tu vois, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je dis les scènes d'action, est-ce qu'elles étaient vraiment nécessaires ? Parce que, comme c'est Shane Black, qui c'est pas un manchot, comme on l'a expliqué, ça fait 45 minutes maintenant, il y a quand même des idées cool parce qu'il vend un perso malin. Ouais. Et on attend la fin pour voir qu'il est malin, tu vois. Enfin, tu vois, quand je regardais le film, je disais, il est malin, lui. Et à la fin, tu fais, ah, d'accord, oui, en fait, il est malin. Quand il prépare le casque, il casse la mauvaise porte. Ouais. Tu vois, enfin, j'ai peur de spoiler, mais en gros, il fait un truc presque d'illusionniste, tu vois. Ouais, il change les numéros et tout, c'est presque un truc de magie. En fait, c'est un jeu, c'est ça que j'adore aussi dans le film, c'est un jeu avec le grand méchant. C'est-à-dire que d'abord, c'est le grand méchant qui lui fait le coup. C'est-à-dire que c'est lui qui avance le braquage, c'est lui qui avance le voyage du train. Et là, il lui fait l'inverse, après, il lui refait un coup. Et là, tu te dis, parce que c'est un truc de prestidigitation, tu vois, mais crédible. Tu dis, ça peut marcher. Oui. J'aurais pu me faire avoir. Et donc, là, pour le coup, ça pète. Donc, en fait, oui, il est vraiment malin. Quand il a dit à son acolyte, à la femme, non, mais j'ai un plan, t'inquiète pas, c'est prévu. Ouais. C'est pas sorti du chapeau, quoi. C'est vraiment. Oui, non, c'est pas improvisé. C'est pas improvisé, et c'est voilà. Ouais. Donc, ils échangent aussi à deux. Enfin, le magot est échangé. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, donc c'est rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. Parfois, ça rate. Parfois, ça fonctionne. Ouais. C'est ça. Ça, je peux le laisser au crédit du film, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu avais des trucs à rajouter sur... Oui, j'ai d'autres trucs. Après, c'est vraiment suranalysé et c'est pas peut-être ça qui va rendre le film meilleur, parce que quand tu le vois la première fois... Non, mais vas-y, dis, c'est toujours intéressant, de toute façon. Ouais, sur ce parallèle avec le cinéma, donc, où le braquage serait... Bon, là, je vais dire le théâtre, parce qu'on parle de théâtre dans le film. D'ailleurs, tu as un vrai réalisateur de théâtre qui est Grofield, et tu as le réalisateur fictif, on va dire, enfin, qui est Mark Wahlberg, qui est lui un criminel qui s'occupe des braquages. Donc, dont le braquage serait un... Bah, là, on a parlé beaucoup de changement de plan en cours, et ça, c'est pareil. C'est changement de plan égale de changement de scénario égale, tu vois, encore des bâtons dans les roues, en fait, de producteurs. Et il y a d'autres scènes qui peuvent faire penser à ça. Le côté mise en abîme, c'est celle où Grofield... À un moment, il fait semblant de... En fait, ils veulent rentrer dans la chambre d'un mec pour l'interroger. Et donc, c'est bourré de gardes. Et donc, lui, Grofield, c'est dans un immeuble. Grofield, il se met sur le toit, il fait semblant qu'en fait, qu'il va se suicider, quoi. Ouais. Du coup, les gardes vont monter et ça fait une diversion. Donc, il joue un rôle à ce moment-là. Tu vois, il joue le rôle du mec qui se suicide. T'as des trucs comme ça, des détails. Bon, en plus, ça renvoie un peu à l'arme fatale. Bon, ça, c'est un truc facile. Mais voilà. Et t'as une autre scène aussi où le chauffeur, je sais plus comment il s'appelle, lui, le chauffeur. L'asiatique, je sais plus. Ouais, à un moment, il kidnappe un milliardaire qui, lui, va acheter le gros magot, en fait, qui va être braqué, enfin, qui est censé être braqué, et il lui fait croire que, donc, pendant le kidnapping, c'est lui qui le surveille, et au bout d'un moment, il fait croire qu'il est bourré, en fait. Ouais. Il fait croire qu'il est bourré, voilà. Ouais. Et il fait croire, en fait, le milliardaire s'échappe, il croit qu'il a réussi à s'échapper grâce au fait que... Mais en fait, c'était dans le plan, tu vois. C'était un truc. Ça faisait partie du plan. Ça faisait partie du plan. Le mec n'était pas vraiment bourré. Il a fait croire qu'il s'est endormi, etc. Pareil. Tu vois, il joue un rôle, en fait. Oui, ils jouent tous des rôles à un moment donné. Ils jouent des rôles à un moment donné, ouais. Pareil, il y a le perso aussi de Zen. Donc, Zen, c'est Rosa Salazar. Elle, son perso, en fait, ils veulent voler. Enfin, il y a tout un truc géopolitique parce qu'elle est originaire d'un pays. Je crois qu'il n'est jamais mentionné. Je ne sais pas mentionné, hein, c'est un pays d'Amérique du Sud. Ouais, elle parle du Pérou, mais je crois que c'est fait exprès. C'est comme quand ils font des pays fictifs, là, des fois. Donc en fait, ils veulent voler un trésor dont le président en fait, va se servir pour faire croire qu'il va sauver sa population, quoi, de son pays.
Mais en fait, non, il va s'en mettre plein les fouilles. Évidemment. Et voilà. Donc, elle, son but, c'est de le voler pour vraiment aider le pays. Voilà, aider le peuple. Et à un moment, elle raconte une histoire. En fait, c'est donc le magot. En fait, c'est une statue qui est, en fait, c'est une légende quoi de son pays. Je vais pas tout expliquer, mais en gros, c'est une légende et elle, c'est une héroïne en fait. La statue, c'est une héroïne. Donc, même Mark Wahlberg, il dit on s'en fout. Oui, voilà, Mark Wahlberg, ouais, bon, allez. S'en fout de l'histoire. S'en fout. Putain, tout le monde aime cette histoire. Allez, raconte. Et en fait, elle se met dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? Elle devient un perso de l'histoire. C'est-à-dire ça, c'est une légende. Et elle, le but de son braquage, en fait, c'est d'être un personnage de l'histoire et une continuité de ce personnage qui est incarné par cette statue. Elle veut se donner un rôle, quoi. Voilà, elle veut se donner un rôle. Pareil, après, il y a Mark Wahlberg qui raconte aussi, mais lui, en fait, tu te rends compte que son histoire, c'est vraiment un truc de gosse. Assez light, con, voilà, son background. Et ça, c'est pareil, tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça sur les backgrounds des persos. Et les backgrounds des persos, c'est... Ouais, mais il est efficace, son background, parce que ça te montre pourquoi il est malin. Et voilà, et le background, c'est un terme de scénariste. Tu vois, tu écris, là, ils en parlent aussi... Enfin, vite fait, t'as 2-3... Il y a tellement de dialogues qu'à un moment, il parle, il dit « Ah, enfin, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un background, c'est quoi son histoire et tout ?» tu vois. Parce que dans les scénarios, voilà, dans les scénarios, tu écris les backgrounds des persos, même si tu les verras pas dans le film, ce qui va se passer, mais il faut que tu écrives le passé des persos. Ça nourrit le personnage, oui, bien exactement. Sûr. Donc voilà, c'est encore... je pense que j'ai tout dit là-dessus. Non, mais ça se tient. Que je trouve ça cool. Cette lecture, elle se tient. Je pense que la grille de lecture mise en abîme. Ouais, je pense que c'est pas capillotracté puisqu'il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps. Donc, c'est ça. Il le fait tout le temps. Et donc, je pense que. Et voilà, après, bon, j'ai encore un autre truc. Je sais pas. Après, tu sais, on entend souvent des histoires de réalisateurs qui donnent un montage un peu fracas, mais finalement, ils sortent. Enfin, ils donnent le montage aux producteurs que les producteurs veulent. Ouais. Ça arrivait avec Carpenter, par exemple, je crois, je sais plus sur quel film, où il devait couper des scènes. Je crois que c'est Assaut. Hein, où il devait couper des scènes, ouais, c'est Assaut. Et finalement, lui, il a réussi à sortir la version non censurée. Alors, je sais pas comment il s'est démerdé. Et là, ça m'a rappelé ça là-dedans avec l'histoire des statues. Là. C'est-à-dire qu'il y a une statue fake qui va donner aux milliardaires, quoi. Ils ont fabriqué une fausse statue pour lui, les changer. La vraie, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça parce que voilà, et ça renvoie encore une fois. Je pense qu'il a eu ça. Il va falloir analyser plus tard. J'ai pas envie. Hein, j'ai pas le talent pour analyser. On verra si des gens en parlent, mais faire le parallèle avec The Predator, avec ce qui est arrivé sur The Predator. Donc voilà. Mais sinon, vraiment, le film en soi, voilà, je trouvais que c'était divertissant, c'était plaisant. Les persos, je trouvais que les persos étaient quand même cool. Moi, comme toi, j'adore Mark Wahlberg, donc il a plus besoin de jouer vraiment, le mec. Hein. Ben, là, pour le coup, alors c'est déjà arrivé. Tu vois, par exemple, le dernier film de Mel Gibson. Ouais. Oui. Comment il s'appelle déjà ce film ? Flight Risk, c'est ça ? Ouais, Flight Risk, un truc comme ça, qui pour moi est très mauvais. Qui ressemble à un film de plateforme alors que c'est sorti au cinéma. Je sais pas pourquoi il a fait ce film. J'en ai vraiment aucune. Il a sûrement fait pour quelque chose. Oui, le mec qui fait un film tous les 20 ans, il a pas fait ça pour rien, à mon avis. Il va faire sa piscine ou j'en sais rien. J'en ai aucune idée, mais c'était vraiment pas bien. Franchement, pas bien. Ouais. Et Mark Wahlberg, il est en roue libre dedans. Son rôle est inutile, j'ai l'impression. Ouais. Il n'est pas terrible. Ouais. Et donc, je peux trouver Mark Wahlberg pas très bon des fois. Mais quand il a quelque chose à jouer, je trouve qu'il est vraiment bon. Là, je trouve qu'il n'a pas grand-chose à jouer. Ouais. Voilà, parce non, que je suis d'accord. Je trouve qu'il est vraiment... c'est unilatéral. Oui, c'est ça, c'est une figure un peu... Alors, je suis d'accord à la fois... je sais pas si on en avait déjà parlé dans les films d'action là. Il a quand même un truc, tu vois. Il a quand même quelque chose. C'est-à-dire, il fait des vannes, mais tu vois, il a quand même un certain charisme. Mais c'est pas John Wick, tu vois, qui est un robot, ou les films de Vin Diesel où les mecs ils parlent jamais, tu vois. Il a quand même ce truc un peu à l'ancienne, mais encore une fois, c'est jamais aussi bien qu'avant. Ouais. Mais voilà, j'ai quand même trouvé ça que son perso était quand même bien. Il fait des trucs et j'aime bien aussi chez Shane Black, ça on l'a pas dit aussi, mais il y a beaucoup de sadisme dans les scènes quand il doit flinguer des mecs et tout. Ils sont vraiment sans concession. C'est à la fois drôle, mais c'est quand même violent, quoi. Il y a des scènes où tu te dis ouais, c'est dur ce qu'il fait quand même, tu vois. Donc non, moi j'ai beaucoup aimé Wahlberg, mais voilà, encore une fois, apprendre, c'est pas Mel Gibson, c'est pas Robert Downey Jr. Non, c'est sûr. Après voilà, pour essayer de synthétiser, parce que j'étais un peu bordélique, en gros, c'est pareil. Le principal reproche que je fais au film et qui m'étonne de Shane Black, c'est que d'habitude il sait écrire des personnages. Voilà. Il sait les étoffer, il sait leur donner plein de... Pas qu'au travers des dialogues, hein, même dans parfois les intrigues, elles nourrissent aussi les persos, tu vois, elle les fait évoluer, et là il n'y a pas ça dans le film, et il restait que les artifices, il restait que les gimmicks.
Et pour moi, je trouve que c'est pas assez. J'arrive pas à totalement rentrer dans le film. Ça manque de substance. Mais je suis d'accord, mais moi, ça m'a quand même... Enfin, voilà, encore une fois, ce côté vraiment non-stop, action, rebondissement, et que le scénario change de chemin souvent. Ça, je trouvais ça vraiment bien. Et voilà, la comédie. En comédie, pour moi, ça marchait vraiment du début à la fin. J'ai rigolé du début à la fin. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi, je voulais dire, sur... non, bah, je sais pas, le rythme, tout ça. Après, voilà, il y a des problèmes de réalisation. Ça, c'est clair et net que c'est un film... Alors, pourtant, ils donnent quand même des gros budgets. J'ai pas regardé le budget, mais je pense que Netflix et Prime donnent des gros budgets. Mais ouais, il y a toujours des petits problèmes comme ça qui font que... Je comprends qu'on puisse pouffer sur certaines scènes. Et puis le film est sorti, j'ai appris le jour même qu'il y avait un nouveau Shane Black. D'accord. Bon, ouais, ça, j'ai Prime, et j'y vais souvent sur Prime. Ouais. Aucune annonce. Moi j'avais vu, mais encore une fois, oui, je pensais qu'il sortait là au début d'année. Aucune bonne annonce. 2026, quoi. Que dalle. Ouais. C'est bazardé comme ça sur la plateforme. Moi, je pense que c'est pas un nom pour le grand public. Hein. Tu rigoles quoi. Réalisateur d'Iron Man 3. Oui, d'accord, mais là, gros carton, quand tu le vois sur la plateforme, il n'y a pas écrit Shane Black, quoi. Tu vois, il y a écrit la tête de Mark Wahlberg en gros. Ouais, mais ils auraient pu le vendre sur ça, tu vois. Ils auraient pu le vendre par le réalisateur d'Iron Man 3, tu vois. Ils auraient pu écrire Iron Man 3, L'Arme Fatale, c'est bon. Voilà, et ils le vendent pas du tout, le film, c'est bizarre. Enfin bon, bref. Écoute. Est-ce qu'on a fait le tour ? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Moi, je pense que j'ai plus grand chose à dire. J'avais pas grand chose à dire. Bah, si, on a discuté quand même pas mal. Hein. Je pense que. Après, voilà, c'est un film, ça arrive, hein, c'est des films de divertissement qu'on aime ou pas, il n'y a pas non plus énormément. Je voulais quand même en parler parce que ça me donnait une occasion de parler de Shane Black. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais je pense qu'on a, justement, pour un film comme ça qui demande rien d'autre que tu le regardes, tu t'amuses ou tu t'amuses pas, mais ça va pas plus loin, quoi. Non. Donc, moi, j'aurais aimé que ça aille plus loin, mais bon. Oui, c'est sûr. On peut pas toujours tout avoir. Moi, je suis content que ce soit de cette qualité-là que j'attendais, quoi. Enfin, que j'attendais, justement, que j'attendais tellement pire venant d'une plateforme. Franchement, là, c'est un film que j'ai revu. Et je pense que je peux le revoir un de ces quatre s'il est diffusé. Tu vois, même si j'ai pas aimé, je pourrais le conseiller quand même. Ouais, voilà. Moi, je pourrais le conseiller quand même. Regarde, il est cool. Je pense que c'est un film qui va diviser. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont avoir ton avis. Écoute, est-ce que tu as des recommandations ? Ouais, vite fait, parce que j'ai pas écrit grand-chose. Je l'ai vraiment fait juste avant le podcast. Donc, tout à l'heure, je parlais de John Carpenter et j'ai lu le bouquin de Jean-Baptiste Toré qui vient de sortir, qui s'appelle Back to the Bone, donc sur John Carpenter. Ouais. C'est excellent. Si on aime Jean-Baptiste Toré, moi j'adore. Même si des fois ça peut aller très très loin dans l'analyse et c'est des trucs que moi jamais, enfin même si j'avais son background et ses bagages, j'aurais même pas envie d'aller aussi loin, tu vois. Ouais. Alors moi j'aime bien Jean-Baptiste Toré parce que, alors j'ai pas vu tout, j'ai pas lu ses livres, je regarde des fois ses conférences et tout. Ouais. Il y a un truc que j'ai aimé de Jean-Baptiste Toré parce que je me sentais hyper seul d'avoir été le seul dans mon entourage. Évidemment il y a plein de gens qui ont aimé, mais dans mon entourage, que ce soit entourage proche ou sur internet, tout le monde détestait American Sniper. Ouais. Même toi, t'avais pas aimé. J'avais pas accroché. Bon, détester, c'est un grand mot. Oui, t'avais pas aimé. Faut que je le revoie. Mais et moi, j'avais trouvé ça limite de Clint Eastwood. Pas un chef-d'œuvre, parce que sinon, ça voudrait dire que c'est du niveau d'Unforgiven, alors que non, par exemple, tu vois. Mais j'ai trouvé que c'était un film vraiment énorme. Et en plus, je l'ai trouvé bien. Ouais. Parce que justement, les gens pensaient que c'était un film qui glorifiait un peu. Je me rappelle plus de son nom. Non, le sniper, merde. Ouais, bref, c'est l'histoire vraie d'un sniper. Et les gens pensaient qu'il glorifiait ce personnage. Ouais. Et moi, justement, dans le film, je fais, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il raconte. Évidemment, comme d'habitude, alors ça fait très surfait de dire ça, mais c'est vrai, ça parle de l'Amérique, surtout, tu vois, comme dans Gran Torino et comme dans la plupart des films d'Eastwood. En fait, il interroge la figure héroïque que se représente l'Amérique. Et justement, le film dit l'inverse de ce que disent les gens, tu vois. Il a été glorifié, lui, par les gens. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que le film le glorifie. Voilà, c'est pas du tout. C'est le rapport des gens avec le héros, c'est ce qui fait... Enfin, en plus, il n'est pas que dans le constat. Si tu regardes bien le film, il est toujours en empathie avec son personnage. Il ne le juge jamais, tu vois. Mais à aucun moment, il dit que ce qu'il a fait, c'est bien et que c'est un vrai héros. Oui. Le film ne dit pas ça. C'est circonstance atténuante aussi d'être un soldat. Voilà. Le film est passionnant. Et justement, j'avais vu une vidéo de Toré qui disait ça, et j'étais là, mais oui, merci, et j'avais presque envie de l'envoyer à des potes sur Internet qui n'avaient pas aimé, genre, regardez, vous voyez, je suis pas fou. Bah voilà, après c'est pour ça que j'adore à la fois Toré, mais d'un autre côté, des fois il te sort des analyses de fou, mais c'est pas ça qui va te faire aimer le film, tu vois. C'est comme tout à l'heure quand je te disais le parallèle du film La Play Dirty avec le cinéma.
c'est pas ça qui va te rendre le film meilleur, tu vois. Oui, bien sûr. Après, il y a des films, des trucs d'attachement de perso, du rythme, bien sûr, tout ça. Tu as des trucs passionnants à analyser, même si le film t'a pas plu. Donc des fois, tu sors des trucs de fou, même sur des films que j'ai pas aimés. Je me dis, ouais, c'est fou. Mais le film, je le revois et je me fais quand même chier. Tu te fais chier, ouais, bien sûr. Donc voilà. Mais là, bon, Carpenter, ce qu'il y a, c'est qu'il a un bagage de fou sur Carpenter, parce que lui, d'ailleurs, il avait écrit un livre avec un collègue à lui, un camarade d'études, fin des années 90. Je crois que c'était leur thèse ou un truc comme ça. Hein. Et ils avaient rencontré Carpenter carrément, tu vois. Et en fait, l'éditeur voulait qu'il ressorte parce que ce bouquin c'est sorti en bouquin et maintenant c'est en rupture de stock. Et l'éditeur voulait faire une ressortie de ce bouquin, mais Toré, il a dit non, c'est un truc de mec qui a 20 ans, quoi, tu vois. J'ai pas envie de sortir ça et de faire la promotion de ça, même si c'est pas nul, tu vois, mais pour lui, il y a des trucs. Lui, il a évolué pour lui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Donc, il a réécrit un livre et j'ai presque envie de dire que, bon, tellement il a du bagage, je vais pas dire qu'il a écrit comme ça sans travailler, mais presque, quoi, tu vois. Oui. Ça se trouve, il peut te débiter tout ce qu'il a dit dans le livre comme ça parce qu'il le connaît tellement bien sur le bout des doigts. Et c'est ça qui rend le livre aussi passionnant et facile à lire parce que tu as vraiment l'impression de converser en fait juste d'un réalisateur que tu adores parce qu'en plus il analyse à travers 4 ou 5 films, tu vois, ça va pas plus loin. C'est pas toute la film. Non, c'est ça. C'est en fait c'est la définition du mal par Carpenter dans ses films, tu vois. Il prend un axe, ok. Il prend un axe et voilà, donc il va parler de ça. Donc en gros c'est ce qui est résumé dans Halloween, hein, dans son Halloween, c'est-à-dire que le mal il est à la fois partout et nulle part. Et il est dans le hors-champ et souvent dans le champ. Quand il est dans le champ, c'est toujours une figure, impressionniste, on va dire. Tu vois, tu sais pas ce que c'est The Shape, Halloween. Je sais pas ce que c'est ce visage. Il a pas de. C'est le masque blanc, c'est la définition. Blanc, il a pas de. C'est toi qui plaques ce que tu veux dessus. Exactement. Ouais. Assaut, tu vois jamais la tête des méchants. Fog, c'est un brouillard, on peut pas faire plus. Fog, c'est un brouillard. Qu'est-ce qu'il y avait The Thing aussi. The Thing, quand il est dans le champ, tu peux pas dire ce que c'est. Non, non, pas du tout. Ça ressemble à tout. Et voilà, donc ça parle de ça. C'est que 140 pages, je sais plus si je l'ai dit, donc c'est très très court. Mais voilà, il en parle tellement de façon passionnée que c'est pas. Voilà, encore une fois, on dirait comme là, quand on discute là, c'est-à-dire que. Il va pas dire chapitre 1 Halloween, chapitre 2 Assaut, chapitre 3, tu vois. Il revient sur les films, il fait des fluide. C'est fluide. Et voilà, c'est une tuerie, franchement, à lire. Je te l'emprunterai de ces 4. Vas-y, je te le conseille. Et encore une fois, ça se lit très vite. Et bon, du coup, je me suis replongé un peu dans les Carpenter, obligé, quoi. Oui. D'ailleurs, tu m'as dit que tu avais revu Le Prince des Ténèbres, que tu avais adoré. Eh ben moi, je n'ai jamais été fan du Prince des Ténèbres. C'est-à-dire qu'on va faire une petite parenthèse. Mais on s'autorise, on fait ce qu'on veut, c'est notre podcast. C'est Osef. Le Prince des Ténèbres, alors il y a des scènes totalement mythiques. Il y a des passages où la mise en scène, c'est du pur Carpenter. Et voilà. Par contre, c'est presque le même problème que j'ai avec Play Dirty. C'est-à-dire que déjà, la direction d'acteur, je la trouve vraiment pas top sur les persos. Je trouve qu'ils jouent pas très bien. Bon, après, ça a jamais... non, c'est ça, c'est vraiment des petites prods. Hein. C'est une toute petite prod. Le truc, c'est Carpenter, il sait s'entourer de bons acteurs. Mais niveau direction d'acteur, je vais peut-être... Direction d'acteur, pardon. Il laisse faire, je pense. Voilà, je pense que tout le monde va me sauter dessus, mais je n'ai jamais trouvé que c'était... Il sait ce qu'il veut, mais ça n'a pas été... Voilà, il n'a pas fait faire des performances, tu vois. Mais bon, voilà, il prenait des bons acteurs et tout. C'était Clisken, tout le monde s'en souvient. Mais dans ce film, je trouvais les personnages... Alors, c'est pas le sujet sûrement, mais du coup, j'ai trouvé ça ennuyeux. En fait, c'est les personnages fonction. Après, il y en a 2 qui sont très importants, c'est le prêtre et voilà. Mais en fait, je m'ennuie beaucoup devant. Alors, et c'est un film que je revois beaucoup parce que très très lent. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il dure 40 minutes le machin. Alors, il y a vraiment des scènes mythiques. Hein. Il y a le coup de la VHS, là, quand tu es petit, tu t'en rappelles toute ta vie. Ça, c'est énorme. Voilà. Mais le truc, c'est que à chaque fois que je le revois, j'ai pas envie de m'ennuyer. Je dis, putain, c'est Carpenter. Et je m'ennuie, tu vois. Mais là, ça m'a fait un effet ça m'a aidé aussi de lire le Toré, parce que ça parle... En fait, c'est pareil, c'est une menace qui est inexistante. C'est-à-dire qu'elle est ni religieuse, ni scientifique, en fait. Donc, tu sais pas ce que c'est. Tu vois, parce qu'on peut pas le percevoir, en fait. Nous, on a que des perceptions, tu vois. C'est comme nos sens. Il y a des trucs qu'on peut pas percevoir, des dimensions qu'on peut pas percevoir. Et il a réussi à faire un film là-dessus, quoi. C'est fou. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est fou de faire un film sur un truc que toi, l'humain ne peut pas percevoir ce que c'est la menace, tu vois. C'est vraiment l'aboutissement de... Tu vois, le brouillard, tu connais, Michael Myers, tu connais. Là, tu sais pas ce que c'est. Et ça fait flipper, quoi. Tu vois, en fait, déjà, c'est à l'image de... Je sais même pas s'il existe d'autres films comme ça, quoi. Aussi épuré, tu vois. Non, mais... Mystérieux. Quand je dis non, c'est pas ce film, je parle de... Quand il fait des films d'horreur en général. C'est-à-dire que...
dans The Fog, quand il filme avant que le brouillard arrive, que la ville est déserte. Ouais. Pourquoi ça me fait flipper de voir le plan d'une supérette vide? En fait, Carpenter, il te fait peur en filmant le vide. Et c'est ça. Mais c'est ça dans Halloween aussi, c'est ça. C'est ça. Le vide, mais sur des décors que tu connais quand même. Exactement. Ça a un nom, ça. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas les liminal space? C'est ça. C'est-à-dire que c'est ça. C'est des décors familiers. Voilà. Qui sont pas censés être vides. Voilà. Dans Halloween, c'est pareil. Quand ils te filment les rues vides avec les feuilles qui roulent et tout. C'est angoissant. Mais c'est le hors-champ. Tu sais pas ce qu'il y a dans exactement. le hors-champ. Mais c'est bizarre parce que tu dis, moi aussi, je pourrais le faire alors. Mais toi, tu prends la caméra et ça marche pas. Ah, c'est pas pareil. Je sais pas que ce soit cohérent de A à Z. Et quand tu sais que Carpenter, c'est le mec qui décide le jour où il va placer la caméra. Ouais. Oui, ça c'est fou aussi. Ça, c'est un truc de fou. Il a un plan. D'ailleurs, j'ai lu un autre livre. Enfin, je suis en train de lire un autre livre où il dit ça. Il écrit, il note sur le papier ce qu'il va faire la journée. Il dit le papier, il le met dans la poche et il le sort pas de la journée. Il le sort à la fin. Ah oui. Tu vois. Donc c'est pour dire que c'est ça. C'est un truc de. C'est des génies quoi. C'est un génie le mec. Et puis mais après ces films sont très lents. Même Halloween, c'est très lent quoi. Mais je sais plus qui disait ça. Putain, ça me revient maintenant que j'en parle. Il y en a un qui dit ça sur Carpenter. Il y a des réalisateurs qui disent qu'est-ce que je pourrais rajouter dans le plan, et lui, Carpenter, c'est qu'est-ce que je pourrais sortir du plan. Je pense qu'il dit aussi Toré dans le livre, ou dans l'autre livre que je suis en train de lire. Je sais plus qui a dit ça. Stéphane Boulet chez Sœur d'édition. Pareil, ça s'appelle. J'ai entendu ça. Je sais plus qui le dit. Et c'est exactement de la soustraction, il dit. Ouais, voilà, c'est ça. Il enlève des trucs ouais. Il utilise vraiment ce qui est utile. C'est pour ça qu'on a l'impression que jamais tu vas te dire c'est pas Spielberg quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais en fait, c'est un génie. C'est un truc de malade de penser à tout ça, quoi. C'est à l'opposé de Spielberg, ça n'a rien à voir. Ouais. Non, mais c'est pour dire que dans le sens où tu n'as pas un truc. Enfin, je vais pas dire que tu n'as pas des plans marquants, parce que oui, tu as des plans marquants, mais tu prends pas la claque comme ça sur le moment. Tu marques pas de la même façon. Voilà. C'est ça, c'est pour ça. Mais ça m'a fait ça quand j'ai revu Prince of Darkness. Je regardais, je dis, bon, c'est quand même très lent. Hein. Je pense que pour la nouvelle génération, ça a mal vieilli peut-être, tu vois. Le rythme, il est lent et tout. Les persos, comme tu dis, ils n'ont aucun charisme, tu vois. Mais en fait, c'est voulu parce que tu as. Je pense, hein. Ouais, je pense qu'il est pas con et quand tu vois le film, tu as ce personnage qui, au début, tu as le prêtre qui regarde le ciel. Tu vois, lui, il voit quelque chose, il voit un signe. Tu as le scientifique, pareil, il regarde vers le ciel. Et tu as un mec qui regarde, lui, il s'en fout, il regarde une femme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, c'est le perso terre à terre. C'est-à-dire, les autres, ils vont chercher ce que c'est la signification de la vie à l'échelle scientifique et tout. Non, l'autre, il vit sa vie. Bon, il regarde un moment, tu vois, vite fait, le ciel, mais il s'intéresse à la femme qui est devant elle, tu vois. C'est le perso, on va dire, vraiment humain. Et peut-être c'est comme ça qu'il faut vivre. Ouais, bien sûr. Et pas comme les deux autres qui cherchent un sens à la vie, alors qu'au final, peut-être, il y aura rien au bout, quoi, tu vois. Et c'est plein de trucs comme ça. Après, oui, il y a des personnages fonction, il y a l'asiatique là, qui joue dans, je sais pas comment il s'appelle, qui joue dans Jack Burton aussi. Bon, c'est plutôt le comique de service. C'est pas tout. Je pense que j'arrive pas. Ouais. J'ai presque envie de dire que c'est ma faute que j'aime pas en fait. J'arrive pas à trouver la porte d'entrée pour savoir ce qu'il a voulu faire. Et du coup, je me raccroche à des trucs concrets, genre les persos, pas les persos. Et du coup, ça marche pas parce que c'est pas du tout ce qu'il a dû vouloir faire. Tu vois. Et j'ai du mal à l'appréhender ce film. Ouais. Faudrait qu'on fasse un épisode sur Carpenter, c'est pas possible. Il y a de quoi dire. Hein. On mettra dans le titre Play Dirty, entre parenthèses, rien à voir, quoi. Digression sur Carpenter de 15 minutes. Rien à voir, quoi. C'est pas grave. Non, mais c'est ça qui est drôle. Donc Jean-Baptiste Auré, son livre, tu conseilles? Ouais, je conseille. Moi, en ce moment, alors j'improvise totalement, j'avais pas prévu de reco, donc je vais vous dire ce que je regarde en ce moment. Je regarde une série sur Prime Video qui s'appelle Fauda, F-A-U-D-A. Et en gros, c'est les services secrets israéliens contre le Hamas. D'accord. Et le Hamas et d'autres services palestiniens. Alors, ça s'est passé avant le 7 octobre. Ça a commencé avant le 7 octobre 2000. Donc, ça fait quand même 60 ans que c'est d'actualité. Tu vois, voilà, c'est pas ça qui a motivé. C'est pas les derniers événements. Là, c'est les 2 dernières années qui ont motivé. Ça a fait écho forcément parce que. Oui. Voilà. Donc, un peu plus là, quoi. Comme le pitch l'indique, voilà, ils essaient de déjouer des attentats, d'attraper les chefs, pas les chefs. Donc il n'y a pas vraiment de trucs, de gros concepts autour de ça. Et c'est exceptionnel parce que quand tu regardes. En fait, ils arrivent à faire une série où en même temps tu t'es attaché, en même temps tu détestes les personnages, des deux camps, de manière dosée. C'est-à-dire que je te défie de regarder la série de dire ah mais eux ils préfèrent les Israéliens, ah mais eux ils préfèrent le Hamas. Impossible. Ça prend pas parti, mais ça prend pas parti du tout. Et ça dit quand même quelque chose. C'est pas juste oh attends moi je prends pas parti. Ça dit quand même que tout ça c'est de la grosse merde, d'accord, que c'est en train de ruiner les gens. C'est des trucs assez universels, tu vois, et que ça sert à rien tout ça. Et qu'en même temps les gens ils ne peuvent
toi, tu te dis ça parce que tu es extérieur, mais si tu le vis, tu ne peux pas en avoir rien à foutre parce que c'est ton quotidien, c'est comme ça. Et donc, ils arrivent à garder le truc complexe de... Moi, personnellement, j'arrive pas à prendre totalement parti dans cette histoire-là parce que déjà, c'est un truc qui nous dépasse, c'est d'une complexité sans nom, tu vois. Il s'est passé 1 milliard de trucs, c'est très, très compliqué quand tu vois ça tirer les ficelles, donc c'est très dur. Donc, la série a l'intelligence donc, de ne pas prendre parti et de te dire que voilà, ces gens-là, ils vivent ça tous les jours. Voilà ce que ça leur fait dans leur quotidien, voilà ce que ça leur fait dans leur tête, voilà comment ils évoluent dans ce milieu-là. Et franchement, c'est passionnant du début à la fin. J'ai fini la première saison, là j'ai attaqué la seconde, qui a l'air de partir. Il y a plusieurs saisons. Il y a 4 saisons, d'accord. La deuxième a l'air aussi géniale que la première. Ils arrivent à faire des trucs cinématographiques, mais pas trop, pour pas que ce soit vulgaire. C'est pas des trucs exceptionnels, des explosions, c'est pas des trucs, tu vois. Le mec il se prend pas 3 balles, il se relève, c'est pas comme ça, tu vois. Je sais pas comment ils ont fait pour trouver le juste milieu entre réalisme, mais aussi fiction où tu t'attaches au perso. Pas genre documentaire. Voilà, tu vois, c'est pas ça va pas aussi loin que The Shield, par exemple. Ouais. Mais les persos, ils ont quand même une personnalité de cinéma, tu vois. D'accord. Voilà. C'est ce qui fait que oui, tu peux avoir franchement, je conseille beaucoup. J'avais conseillé dans les premiers épisodes qu'on avait fait la série Cœur Noir sur les services français, que j'avais vu la deuxième saison, donc je conseille vraiment aussi Cœur Noir. Mais Fauda, c'est dans le même genre, c'est un level au-dessus, je pense. Ah ouais, carrément. Ouais, franchement, c'est vraiment très, très, très jamais entendu parler, même le titre et tout. Non plus. Prime, ils ne font de la pub. Ils font la pub pour rien. Non, c'est Prime. C'est Prime. Ouais. Et c'est pas Netflix, hein? Tu m'avais pas dit que c'était Netflix. Je sais plus, je sais que tu m'avais envoyé un message. Ah putain, maintenant tu me mets le doute maintenant. Ah oui, t'as raison, putain. C'est pas du tout Prime, c'est Netflix, pardon. Oui, donc c'est sur Netflix. Oui, donc pas de pub sur Netflix, mais en même temps, Netflix. Ouais, mais après, tellement de je crois qu'ils font la pub que sur les réseaux, Netflix, il me semble. Donc si tu les suis pas sur les réseaux, tu vas. Mais en gros, voilà, Fauda, F-A-U-D-A, ça veut dire. Alors, c'est une expression qu'utilisent les Israéliens quand ça part en couille, quand ils disent ça va être le chaos. Ils disent Fauda, ça veut dire qu'il faut partir. Et je conseille vraiment, c'est une grosse série. Voilà. Alors, est-ce que tu as un truc à rajouter sur tout ce qu'on a dit? Je pense que là, il y a assez. Hein. Bon, on a fait le tour, on a fait une belle digression sur Carpenter. Écoute, Stéphane, on va s'arrêter là. Allez. Ah, donc, on conseille ou on conseille pas? Ah, moi, je conseille à fond. Hein. Voilà, moi, je conseille. Mais ne vous attendez pas. Oui. J'ai pas été très convaincant dans ce podcast, mais voilà, c'est light. On est d'accord pour dire que c'est light. C'est light, mais c'est fun. Qu'on aime ou pas, on va pas se réveiller la nuit pour y repenser, quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Allez, ciao tout le monde. Ciao.